Merci de m'avoir invité à ouvrir ces rencontres annuelles du réseau Middle Class Mass Housing in Europe. Je veux vous parler aujourd'hui d'un thème sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui est enseigner la vraie maison. Et ça a fait l'objet de quelques chapitres dans notre livre avec Lionel Engrand, qu'on vient de sortir, La Maison des Français, discours imaginaire modèle 1918-1970. Voilà, donc en fait, vous pouvez penser que c'est loin des classes moyennes en Europe, mais non, parce que en fait, la question des classes moyennes s'est posée dès le début du XXe siècle, et la question d'enseigner la vraie maison aux classes moyennes a été l'objet de plusieurs types de travaux et de militantisme de la part d'historiens, de critiques d'art, d'architectes, de journalistes qui défendaient la modernisation de l'habitation et qui condamnaient la modernité stylistique. Si on admet que certaines représentations encore actuelles de la modernité, de la modernisation et de la tradition se sont forgées et cristallisées dès la première partie du XXe siècle, on peut s'interroger sur les vecteurs et les acteurs qui ont participé à leur diffusion. Notre hypothèse est que des prises de position en faveur de modèles favorisant un compromis entre modernisation et tradition ont eu une incidence sur la construction de représentations, confortant, voire orientant, jusqu'à aujourd'hui, le goût du grand public en matière de maisons individuelles. Des polémiques se développent alors qui mêlent esthétique et politique, identité nationale et régionale, ère industrielle et monde rural, savoir-faire traditionnel et préfabrication. Les notions de modernité, de modernisation et de tradition, la manière dont elles sont véhiculées et parfois instrumentalisées dans la presse grand public et dans la presse professionnelle nous semblent essentielles. Dans les années 20, des publications favorisent la diffusion des stéréotypes de la maison française, cet engagement étant assorti par ailleurs d'une démarche éducative particulièrement ambitieuse et insistante. La modernisation s'apparente à un processus inéluctable, inscrit dans la longue durée, en associant progrès scientifique, technique et social. Elle touche à l'économie de la construction et au bien-être domestique dans une période qui est un moment de crise aiguë du logement. La modernité, régulièrement qualifiée d'éphémère et de superficielle par les tenants de la tradition, suppose quant à elle une rupture esthétique par rapport aux spécificités des terroirs. Pour certains auteurs, elle relève de spéculations formelles sur qui sont en fait suspectées de propager des architectures sans racines et sans âme. Une certaine idée de la nation, consolidée par les singularités locales, fait bloc contre l'importation de valeurs étrangères préjudiciables à l'identité française. Le terme munichois, employé dès avant la Première Guerre mondiale pour désigner l'architecture de la maison cubique, devient péjoratif et signe de rejet. Ce qualificatif désignant tout ce qui déroge à l'héritage national et en particulier au mouvement moderne. Une certaine image de la modernité promue par des architectes qui entendent dépoussiérer la maison traditionnelle est reçue avec circonspection et le restera longtemps. Ces habitations modernes sont dépourvues de signes esthétiques familiers et sont en effet accusées d'ignorer les usages et la chaleur du foyer. Au tournant du XXe siècle, le rejet du décor rapporté et le dépouillement des façades, l'amour pour le lisse et le nu relevaient déjà d'une position d'avant-garde. Le goût du public se portant vers des traits décoratifs qui marquaient de façon explicite une distinction. En récusant le désir de rupture des avant-gardes et en s'émancipant des canons de l'architecture régionaliste, matériaux locaux, savoir-faire traditionnel, insertion dans le paysage, des architectes et des sociétés de constructeurs ont opté pour une troisième voie en promouvant une tradition modernisée à l'origine du modèle de la chaumière rationnelle ou de la maison du troisième type, comme on l'a appelé, à décor très ténu qui l'inscrivent dans la région, mais en fait totalement moderne parce que le plus souvent préfabriqué et à composants usinés.
Sa genèse repose sur la révision du cadre de production à des fins économiques et ne retient du régionalisme qu'un catalogue décoratif, occultant tantôt la pauvreté des matériaux, tantôt la dimension de la grande série, au risque de banaliser une identité galvaudée. Ce phénomène qui s'affirme dans l'entre-deux-guerres est toujours d'actualité après 1945 et encore aujourd'hui d'ailleurs, alors que les pouvoirs publics intensifient dans l'après-guerre leur intervention dans le champ de la construction et que montent en puissance les acteurs du marché pavillonnaire. Dès la fin de la Première Guerre mondiale, la bourgeoisie avait commencé à se tourner vers le vieux neuf et la réhabilitation, avec un goût de plus en plus prononcé pour la maison individuelle, au début surtout dans les strates les moins fortunées. La commande d'habitation d'avant-garde disparaît pratiquement après la Deuxième Guerre mondiale et les architectes sont écartés de ce type de commande. Cette situation laisse le champ libre, après la Seconde Guerre, à la maison de constructeurs, comme Maison Phénix ou Kaufmann, ou Kaufmann et Broad, qui proposent jusqu'à aujourd'hui cette maison au décor néo-régionaliste mais préfabriqué. Ces maisons côtoient souvent quelques immeubles de promoteurs. Ceux-ci se targuent de connaître la commande d'un client qui serait attaché à la tradition, selon eux. Et la plupart des promoteurs affadissent en fait une demande qu'ils croient connaître en mettant en avant une peur du risque et de l'innovation chez les nantis qui empêcherait toute évolution. Comment en est-on arrivé là, à cette situation qui perdure en fait jusqu'à aujourd'hui et qui s'est diffusée à toutes les classes de la société après la Deuxième Guerre mondiale? Dès après la Première Guerre, la légitimité des styles susceptibles d'être érigés en modèles et leur interprétation dans la production courante se trouvent au centre des débats. Ces styles sont confrontés aux transformations du cadre de production ainsi qu'à la modernisation de la sphère domestique, publicité de toutes parts et conforme à l'esprit du temps. Dans ce processus qui combine pragmatisme et dogmatisme, position savante et goût populaire, une entreprise pédagogique multiforme va se consolider. Elle monte en puissance au cours des années 20-30 et se poursuivra dans l'après-guerre sous plusieurs formes et types de médias que nous allons aborder ici. Alors, je vous montre d'abord ce qui était montré dans les revues populaires, et quand je dis populaires, c'était des revues qui étaient vendues à des centaines de milliers d'exemplaires. Donc ici, on a une maison basque, une maison hollandaise, pardon. D'accord. Alors voilà ce qu'on montre dans les journaux qui ont un taux d'achat absolument phénoménal, des 100 000 et des 200 000 clients, fait, qui sont très, 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 très vendus, très, très suivis. Et en fait, voilà, là on montre comme modèle une habitation landaise, ensuite une habitation basque. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on voit la pauvreté, l'appauvrissement en fait de la maison basque moderne, qui ne reprend que très très peu d'éléments très ténus de la maison basque qu'ils veulent imiter. Et donc on vend cette maison comme basque. Ensuite, l'autre chose intéressante, c'est que en face, les revues professionnelles d'avant-garde, comme l'architecture d'aujourd'hui, essayent de dynamiser le marché de la maison individuelle moderne. Et on a ici un lauréat du premier concours que lance l'architecture d'aujourd'hui, revue d'avant-garde, et qui le publie dans son premier numéro. Et donc, on voit que l'esthétique du mouvement moderne est reprise là, est mise en exergue par ces concours. Mais les questions se posent sans arrêt, puisque ici, on voit que les futurs acheteurs s'interrogent, serons-nous traditionnels ou serons-nous modernes pour construire notre jolie villa? Alors là, c'est une revue qui accepte vie à la campagne, qui accepte qu'il y ait les deux tendances. En fait, tout au long du
XXe siècle, on a une entreprise multiforme et qui renvoie, pédagogique, et qui renvoie à des types de médias très différents. Donc le premier média, c'est la revue banale, comment construire sa maison, qui est, vous voyez, comment la financer, la meubler, l'agencer, etc. C'est vraiment de la pédagogie autour de l'habitat. On a une revue qui a un succès absolument phénoménal comme Maison pour tous. L'illustration aussi, d'ailleurs, la très grande revue. Il y a des expositions, comme l'exposition de l'habitat de 1934 que vous voyez ici, sur cette affiche. Et puis, il y a des salons des arts ménagers, évidemment, qui sont extrêmement importants. Et plus tard, l'État organise des visites de villages de maisons expérimentales qui sont achetables, comme ici en 47, sur le chantier d'expérience de Noisy-le-Sec, où on demande à l'époque à des architectes et producteurs de maisons du monde entier, pratiquement, de venir proposer des modèles ou des prototypes qui vont avoir plus ou moins de succès. Et voici le montage, par exemple, d'une maison qui arrive d'Angleterre. Et puis, ensuite, les magazines comme Elle ou Match vont avoir une importance très grande, puisque non seulement ils se mêlent d'architecture, mais ils proposent des concours d'architecture, on le verra. Dans le même temps, la position des avant-gardes continue à se mettre en place face aux traditionalistes. Ces modernes sont ou modernes ou modernisateurs, et donc ils ont soit une très grande radicalité, soit une modernité tempérée, mais en fait ils ne convainquent pas le grand public pour l'instant. Donc, il se met en place un programme éducatif multiforme, en marge des pédagogies centrées sur la sphère privée et sur les formes et les normes d'un confort moderne qui concerne toutes les sphères de la production. Un programme d'éducation populaire focalisé sur la maison des Français s'échafaude, en associant mémoire et chauvinisme, terroir et nation, géographie et paysage, esthétique et convenance. Il prend la forme de leçons qui tentent d'initier les lecteurs aux styles régionaux, c'est autant le mobilier que le bâtiment, qui exaltent le goût pour l'ancien, les pratiques de réhabilitation et la nécessité de s'inspirer des architectures rurales tout en les renouvelant pour certains. Les débats ne se résument pas à des querelles stylistiques. Ils mobilisent des spécialistes, des politiques aux motivations diverses. Certains se regroupent autour de positions identitaires et sont sensibles à la valeur patriotique de l'esthétique néo-régionaliste. D'autres sont sensibles aux effets de mode et d'opportunisme commercial, ou plus banalement, sont heurtés par la médiocrité de la production contemporaine. Pour eux, le grand public est à convaincre qu'il faut s'engager pour défendre les terroirs, car ils l'estiment majoritairement indifférent à cette cause. Les arguments développés poursuivent en partie, mais avec d'autres moyens et d'autres cibles, les programmes de réforme de la classe ouvrière inaugurés au XIXe siècle. Mais la principale innovation est sans doute qu'à l'apprentissage de l'hygiène et des rudiments de la vie familiale s'ajoute désormais un nouveau paramètre, l'esthétique. La maison individuelle en sera pour un temps l'étendard idéal et la presse un média privilégié. L'objectif étant de diffuser auprès d'un large public un goût légitime fondé sur des valeurs éprouvées. À la fois plus valorisante pour les classes moyennes émergentes et mieux adaptée aux rubriques illustrées de ces revues, l'initiation à l'esthétique et au bon goût est dans l'air du temps. La presse populaire française qui s'adresse et touche en réalité toutes les classes sociales est un relais efficace pour faire connaître et intérioriser ces points de vue. Ces écrits vont s'efforcer de diffuser auprès d'un large public un goût légitime où le respect des traditions et la préférence pour l'ancien résonnent parfois comme de véritables mots d'ordre. Pour certains de ces types de prédilection, la littérature régionaliste prolonge les débats engagés au siècle précédent
par les figures du socialisme utopique et du christianisme social, discutant des qualités de la maison individuelle ou de l'habitation collective face aux conditions déplorables de logement des classes populaires. Or, l'accélération de l'exode rural et des concentrations urbaines entre les deux guerres relance notamment les inquiétudes face à la paix sociale. Dans sa préface au livre de Charles Le Trône, Mur et toit pour les pays de chez nous, excusez-moi, Léandre Vaillat insiste sur la nécessité d'une entreprise d'éducation populaire et sur les vertus de la maison individuelle. Le jour où nous aurons fait de l'ouvrier un petit propriétaire, avec une maison, un jardin, des arbres et des fleurs, la question sociale sera bien près d'être résolue. En fait, il reprend ici les positions de Le Play. Mais excusez-moi. Mais tout cela doit s'accompagner d'une éducation intellectuelle et morale qui passe à la fois par l'apprentissage de l'hygiène et par la formation du goût des classes laborieuses, qui doit pour certains de ces médias se rapprocher de celui de la bourgeoisie. Or, ces questions deviennent récurrentes dans les réflexions opposant les mouvements modernes et les régionalistes, qui divergeront dans les solutions préconisées. L'ethnologue Pierre Bidard observe à ce propos que les styles régionaux vont connaître au cours du XXe siècle un appauvrissement sémiotique, une distribution vers les strates sociales autres que bourgeoises et aristocratiques, ainsi qu'une diffusion géographique des modèles au-delà de leur ère d'invention. Enseignée, la maison régionaliste l'est effectivement dans les revues où les œuvres inspirées de ce courant sont publiées comme des modèles à imiter de manière exclusive ou dominante. En 29, dans un numéro spécial dédié à l'habitation, la rédaction de l'illustration explique qu'elle s'est efforcée de réunir ici un certain nombre de villas construites par des architectes qui ne se moquent pas absolument des circonstances régionales et croient de bonne foi qu'il n'est pas indifférent de construire des maisons provençales en Bretagne ou Bretagne en Languedoc. Ils se moquent évidemment. Il importe plus que jamais de lutter contre les laideurs en série qui viennent d'envahir notre pays. Et donc, voilà une villa provençale à Sainte-Maxime qui est montrée dans l'illustration comme modèle. 10 ans plus tard, en ouverture du numéro spécial de l'habitation de 39, l'illustration réitère sa position. Nul ne contestera que la laideur dont s'est entouré Paris gagne la France entière. En dépit de quelques réactions heureuses, le style banlieue que l'on voit ici, dessiné par Laprade, le style banlieue s'impose de plus en plus et gâte des paysages qui devraient nous être sacrés. On reconnaîtra un thème cher à l'illustration, il faut bâtir dans le caractère de la région. Évidemment, Laprade exagère sur la laideur des banlieues. Et en contrepoint, l'illustration montre une villa réussie à Pont-Aven, en Bretagne, avec le très très grand toit, les tuiles, etc. Les ardoises, etc. Et en fait, une maison qui suit les bonnes règles. Alors, l'idée est d'apprendre les vraies valeurs, d'enseigner les vraies valeurs entre authenticité et convenance. Dans les publications destinées au grand public, l'usage de certains thèmes n'est pas anodin. La morale n'est jamais absente et les vraies valeurs comme la modestie et la sobriété sont rappelées dans tous les commentaires. Le rustique et le pittoresque, s'agissant de meubles ou de maisons, sont des termes très prisés, synonymes d'authenticité. Le vocabulaire, en même temps qu'il est acquis, construit le goût des lecteurs. La déclinaison des types, un certain nominalisme, ont un but pédagogique. Il s'agit de les initier au style et de les sensibiliser à des types identifiés. Ces références permettent aussi de construire l'image d'un passé glorieux, le plus souvent mythique. Dans cette entreprise, Maison pour tous organise des concours où l'on teste les connaissances du lecteur sur les origines des meubles et bibelots présentés, et parfois sur les maisons. Pour apprécier ces objets nouvellement investis de valeur, il est nécessaire de les distinguer et de les dénommer. Par la même occasion, le lecteur acquiert un savoir sur les objets et les bâtiments qu'il va désormais être en mesure d'apprécier, et donc
dont il aura à intérioriser l'esthétique. Mais il s'agit également de lui apprendre à formuler des jugements, à distinguer le bon style du mauvais. L'architecte Louis Saisie, dans un article intitulé Pour s'entendre avec son architecte, initie le lecteur à quelques termes spéciaux avec lesquels il est bon de vous familiariser pour mieux comprendre les descriptions qui vous sont faites. Alors on voit ici que ce n'est pas la maison moderne qui est analysée. On n'apprend pas le pilotis, la fenêtre en longueur. On apprend le chien assis, on apprend les pans de bois, on apprend les faîtages, on apprend un certain nombre de vocabulaire qui caractérise la maison traditionnelle, vue comme un tout, hein, ce qui est assez intéressant, vue comme une maison synthétique. Mais en fait, ensuite, il publie une de ses œuvres qu'il propose comme un modèle, un type simple de maison du Nord. Donc là encore, la valeur, c'est la simplicité, ce qui n'est pas évident quand on regarde cette maison. Or, ce propos poursuit deux buts. Le premier, qui est revendiqué et évident, c'est de favoriser un dialogue fondé sur une certaine compétence avec l'architecte. Le second, qui est sous-jacent, est de donner une définition légitime de ce qu'est une vraie maison, à bonne distance des formes renouvelées de la maison moderne, sans toit, mais avec ses terrasses, fenêtres en longueur et pilotis. Ce qui, en fait, va être repris terme à terme par des jeunes architectes diplômés à ce concours de la maison de week-end que l'architecture d'aujourd'hui publiera dans son premier numéro. Donc, c'est une revue professionnelle qui se veut d'avant-garde, car dans les revues grand public, très rares sont les exemples où les larges baies, les toits terrasses et les façades sans modèle nature sont décrites avec bienveillance. Des exceptions existent néanmoins, essentiellement en raison du climat, du profil de l'occupant ou des vertus microbicides du soleil. La maison du dessinateur, que l'on voit ici à gauche, est conçue dans l'esprit moderne. Sans doute, dit le journaliste, êtes-vous étonné par ces larges surfaces vitrées? Songez toutefois aux bienfaits du soleil, de la lumière, largement admise et profitable tout aussi bien au travail qu'à la santé. Donc la maison du dessinateur, mais la maison d'à côté, qui est la maison du naturiste, elle est plus intéressante encore, puisque ces villas sont censées être destinées à des habitants exerçant des professions artistiques ou des activités atypiques, mais d'une manière plus générale, le principe d'une simplification formelle généralisée met en question une notion très importante dans l'histoire de l'architecture française, qui est celle de la convenance. Dépouiller et uniformiser indistinctement les architectures contrevient à des règles qui associent expression architecturale et rang social, remise en cause dans les discours des modernes. Cette notion reste une clé de l'approche régionaliste. En août 1925, Vie à la campagne consacre un numéro à la maison idéale. Albert Momenet rappelle à ses lecteurs que leur habitation doit être en rapport avec leur situation sociale, comme l'est leur tenue. Elle doit paraître comme eux, mais sans ostentation toutefois. Au fil des pages, les lecteurs découvrent une belle galerie de portraits, de la maison du docteur à celle du boulanger, d'un homme de lettres ou d'un boucher, car la maison idéale ne saurait être subordonnée à un modèle standard et unique. Alors, ce qui est important dans toute cette histoire, c'est l'idée qu'il faut réinvestir le patrimoine. Albert Momenet, par exemple, le même toujours, fait la démonstration qu'on peut réhabiliter une maison ou restaurer une vieille demeure. Donc, ce que vous pouvez faire d'une vieille demeure, il démontre qu'on peut la restaurer et la rendre très, très attractive et habitable. Par ailleurs, pourquoi ne pas restaurer des bâtiments agricoles? Et ici, on a un vieux moulin. Il fait bon vivre dans un vieux moulin, dans Maison pour tous encore, et donc avec la démonstration que c'est habitable.
Les revues à grand succès comme Maison pour tous et Vie à la campagne incitent donc à la restauration des maisons rustiques ou des bâtiments agricoles des anciennes provinces, perçus comme un patrimoine à réinvestir. Les pratiques des classes aisées, dépositaires du bon goût par définition, sont nettement plus perceptibles dans des publications comme Plaisir de France. Mais ce sont elles qui sont visées en premier lieu. À cette idée de la valeur de la maison ancienne réhabilitée s'associe un autre argument de poids. Si on cherche à styliser sa vie comme les grandes de ce monde, alors là c'est le vocabulaire employé, eh bien, ils affirment que les gens chics aiment les maisons modernes anciennes réhabilitées ou leurs pastiches, et ils demandent pourquoi pas vous. Et donc un modèle donc voilà, d'une maison, l'Escapade au Touquet de Louis Quetelard, qui va construire énormément de maisons dans cette région, qui est montré dans le premier numéro de Plaisir de France en 1934. Au milieu de ces années-là, des revues comme Plaisir de France présentent des exemples d'édifices religieux réhabilités qui retrouvent une seconde jeunesse et offrent des conditions d'habitat exceptionnelles pour des personnalités singulières. Elle présente des mondaines ayant choisi de vivre dans des bâtiments réhabilités, comme Madame de Polignac ou encore Mademoiselle Chanel, qu'elle soit aristocrate ou artiste ou couturière reconnue. Ces publications contribuent à la valorisation du régional et de l'ancien. Chanel, qui paraît si moderne, alors avec son côté androgyne, a fait réhabiliter un presbytère. Elle n'a pas fait appel à un architecte d'avant-garde. Dans toutes les publications, le terme maison des champs est récurrent. Il semble alors extrêmement valorisé de retrouver ses racines paysannes par l'acquisition d'une propriété en milieu rural, alors même que l'on est urbain et mondain. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir dans toute cette gamme de défense et illustration de l'architecture traditionnelle. Donc on observe un changement de modèle et un changement de type de diffusion, et ces nouvelles aspirations témoignent d'un basculement. Jusqu'à l'avant-garde de 14-18, la transmission des arts de vivre passait par les traités de savoir-vivre, diffusés dans toutes les strates de la bourgeoisie jusqu'à la plus petite. Or, le modèle proposé était celui de la vie urbaine, en appartement plutôt que dans une maison, même si la maison de villégiature était valorisée pour la belle saison chez les plus nantis. Ces traités donnaient le ton et étaient par ailleurs plutôt centrés sur des pratiques d'avant-garde, notamment concernant l'hygiène et les rituels sociaux. Destinés à des bourgeois, habitants d'immeubles contemporains dotés des derniers équipements du confort et ayant fait appel souvent à des architectes d'avant-garde. Et en matière de construction neuve, le pastiche est de rigueur. En août 1935, Plaisir de France présente 4 maisons dans la région de Deauville, de la plus modeste à la plus luxueuse. Elles intègrent, selon les moyens du propriétaire, différents motifs normands anciens, favorables à un typique aspect local, dit le journaliste, avec pans de bois, remplissage de briques, toit à haute pente, vieilles tulles ou tuiles vieillies. À cette redécouverte des maisons rustiques des anciennes provinces sur un mode mondain enchanté s'ajoutent de nombreux témoignages en faveur du mobilier traditionnel rural. Cette tendance à la nostalgie est néanmoins brocardée par certains critiques académiques. Dans La Belle Maison, Marius Vachon, historien et critique d'art, intitule l'un de ses chapitres « La mode mondaine du vieux neuf » et parle de la mode ridicule et stupide du vieux neuf et du brocantage. Mais au-delà d'un phénomène de mode, on peut se demander s'il ne s'agit pas également de la réaction de nouveaux urbains ou habitants des zones suburbaines, originaires du monde rural, qui voient leurs repères et leur mode de vie antérieur vaciller. Ils comptent désormais sur des signes et des biens matériels pour conserver une identité réelle ou imaginaire, pendant que d'autres trouvent dans ces pratiques le moyen de s'inventer des racines. Ce rapport privilégié au passé, qui s'est d'abord manifesté à l'occasion de l'achat de mobilier et d'objets, atteint l'acquisition et la réhabilitation de maisons rurales. Loin d'être une mode passagère, ce rapport obsessionnel à la tradition va bientôt s'incarner dans la construction de maisons vieilles neuves, pour paraphraser Marius Vachon, remettant sur le tapis
l'épineuse question du renouvellement de la tradition et des limites admises en termes de modernité et de modernisation. Donc, le nudisme, ce que les turiféraires de la tradition appellent le nudisme architectural, est donc en débat. Le dépouillement et la nudité des maisons construites par les architectes des mouvements modernes soulèvent de très vives critiques au sein même de la profession d'architecte. En août 1933, dans un article de la revue Maison pour tous intitulé Nudisme architectural, Gustave Amdestock, qui est professeur à l'École des Beaux-Arts de Paris et à l'École polytechnique, s'en prend aux utilectes et condamne un nudisme architectural au nom de l'art. L'inertie géométrique, dans sa rigidité implacable, ne suggère aucune analogie vivante, écrit-il. C'est l'école du pessimisme qui conduit aux pires déceptions et dégrade moralement l'être humain qui n'est plus artiste. Léandre Vaillat voit quant à lui des cubes de maçonnerie qui sont à l'architecture ce que la caisse d'emballage est au meuble, et René Clousier, des cubes et des cylindres passe-partout, un peu comme on ferait des gaufres, en coulant toujours la même pâte dans le même moule. Et ils en veulent pour preuve ce genre de bâtiments, d'opérations, une des cités de Francfort sur le Main. Si l'idée de renouer le fil de la tradition et de se la réapproprier n'est pas pour autant réservée aux rationalistes progressistes, elle est partie intégrante des travaux d'Auguste Perret, Michel Rouspitz ou Louis-Fort du Jarrigue et d'autres. La guerre au nudisme architectural se renforce à mesure que ça affirme des positions internationalistes. L'architecture vivante présente une réalisation d'Ernst May à Francfort, qualifiée de belle architecture utilitaire, et épingle les travers présumés du régionalisme. Perçu comme un néo-académisme empreint d'artifices d'opéra comique, il est, selon l'auteur, le plus angoissant des leurs, car s'occupant à matérialiser des fictions, il ne satisfait pas à des fonctions. En 1923, donc ça c'est l'opposition qui essaye de s'armer contre les traditionnalistes. En 1923, la critique d'art Marie Dormoy a ouvert les hostilités en décrétant que le régionalisme architectural est mort, en contrepoint des positions de Perret dont elle salue la capacité à réinventer la tradition par l'usage du béton. Et elle pose une question pertinente et drôle. Serait-il possible que les gares ou les terrasses d'atterrissage fussent dans le style de la région? Puisque le style de la région, c'est un slogan que répètent sans cesse les traditionalistes. La même année, Le Corbusier signe Des maisons en série vers une architecture, un pavé dans la mare qui dénonce des visions archaïques et décrète la nécessité de sensibiliser la masse à l'idée selon laquelle la maison sera un outil, comme l'auto devient un outil. S'il n'y condamne pas alors la maison individuelle, comme il aura l'occasion de le faire plus tard, l'architecte envisage sa révision totale qui repose immanquablement sur une entreprise pédagogique visant à créer l'état d'esprit d'habiter des maisons en série. Il dénonce, là encore c'est une entreprise pédagogique, il dénonce les dérives passéistes de ses confrères, l'absence de vision industrielle dans le secteur du bâtiment et l'attachement des Français à des manières de vivre surannées. Face à ces positions, la guerre au nudisme est menée au nom de la France par l'autre partie et d'une certaine idée de l'habitation. L'architecte dont je parle, s'inquiète le critique d'art et journaliste du Figaro Camille Maucler, prend de plus en plus figure d'une aile marchande du bolchevisme avec l'approbation des snobs. On veut aller vers l'uniformité. Ce qui est bon pour le sanatorium, le garage ou le dock ne l'est pas pour la demeure de l'homme, qui n'est ni mécanique ni un numéro, et qu'on veut loger avec son intimité, son repos et son rêve dans des cellules de ruches anonymes, hygiéniques, glaçantes. Nous moderniser n'est pas et c'est là que la phrase est exceptionnelle, nous moderniser n'est pas forcément nous américaniser, nous germaniser, nous bolcheviser, nous défranciser. Car la question de la défense de l'identité française est toujours présente. Le dénouement de l'aménagement intérieur des habitations est un autre thème systématiquement brocardé dans les revues populaires, où on donne des conseils sur la possibilité de tempérer l'austérité du nudisme
des logements neufs livrés par des éléments de décor ou des types identifiables. L'ancrage des réalisations contemporaines dans un registre de forme et de détails éprouvés puisés dans le passé est un leitmotiv qui prend le contre-pied des brûlots contemporains de Le Corbusier. Albert Momenet, fondateur de Maison pour tous, attentif pourtant aux arguments en faveur du grand ménage des intérieurs porté par ses adversaires pour des questions d'esthétique et de salubrité, précise qu'on a raison d'éliminer tout ce qui peut encombrer, car les accumulations hétéroclites compliquent par trop la tenue d'une maison, sauf à céder au dépouillement, à la nudité et à l'austérité. Car l'objectif reste bien pour eux de lutter contre ce vide excessif où les murs unis encadrent un mobilier anguleux et dégarni, contre cet esprit d'à présent qui ne supporte plus quoi que ce soit qui amuse et accroche l'œil, nul souvenir qui fasse penser, nulle touche de couleur qui chatoie, nul détail visuel ou tactile qui mette en branle l'imagination, rappelle une date, une promenade, un achat. Nudisme, voilà de tes coups, pleurons la mort du bibelot. Donc voilà, c'est radical. Et Cézy, qui fait partie de la même bande, propose de s'inspirer des vieilles demeures pour construire ces maisons neuves. À propos d'une maison appelée Topaz, dont le seul indice géographique est la présence de grands pins, le journaliste de Maison pour tous observe qu'elle offre une silhouette où se mêlent discrètement modernisme et tradition, qui vont être aussi la cause d'une troisième position, en fait, où on cherche à associer les deux. Modernisme en raison de l'importance des baies, la simplicité extrême des lignes et des surfaces et de la grande terrasse à pergola qui caractérise la façade d'arrivée. Tradition, par la multiplication des arcades, les vitres à petits carreaux, les volets rustiques, etc. Autant d'éléments qui apportent leur note de douceur dans l'ensemble. Donc la tradition est perçue comme douce, la modernité comme froide et anguleuse. Certains défendent donc une recherche de compromis entre tradition et modernité, maintien de silhouettes pittoresques et évolution des plans. Les approximations liées aux styles régionaux et les impératifs économiques ont potentiellement consacré l'éclosion de la petite propriété sous la forme de la chaumière modernisée générique, comme dit mon collègue Lionel Engrand. De nombreuses revues populaires prennent donc position de façon très claire en faveur de la modernisation de l'habitation et contre la modernité stylistique. L'objectif affiché est de renouveler les styles régionaux sans trahir pour autant la tradition et d'abaisser les coûts de production pour sortir l'option régionaliste de son créneau élitiste, tout en élevant le niveau de confort intérieur grâce à l'organisation et à l'équipement rationnel des pièces. En matière de renouvellement de la tradition, Albert Momenet a déjà tranché la question depuis longtemps. Nous vous donnerons, écrit-il, des types de coquettes maisons que l'industrie nouvelle peut vous construire à forfait et clé en main. Alors ce terme clé en main, il est vraiment très important puisque il a permis que l'habitant soit face à un seul professionnel qui s'occupe aussi du chantier et des prêts bancaires. Et c'est très souvent l'argument qu'on donne pour dire qu'on a acheté une maison sur catalogue. Et l'ère des catalogues qui proposent une maison traditionnelle préfabriquée a commencé dès le début du XXe siècle et se poursuit toujours aujourd'hui. La dimension paradoxale de maisons traditionnelles préfabriquées, la tradition c'est normal avec l'image des processus de production de l'ère machiniste, est bien le signe que les producteurs occultent la dimension de la grande série. Cet archétype de la maison traditionnelle s'élabore à partir de nouveaux codes esthétiques où les références régionales, type de toit, matériaux, ne survivront qu'à la marge à des fins commerciales, puisque ce sont des maisons préfabriquées. Voilà un catalogue très, très précoce des constructeurs parisiens. Le catalogue date de 1935, mais ils annoncent
qu'ils ont 40 ans d'expérience et qu'ils font des maisons livrées clé en main. Ils proposent un choix de 59 modèles, du plus modeste, salle commune, chambre WC semblable à une cabane, au plus cossu, une maison de 7 pièces avec hall et fumoir, représentée en bord de mer et agrémentée de références néo-basques. On peut dire références parce que ce sont juste des petits éléments de modénature. Voilà. Au milieu des types sans localisation particulière, le catalogue comprend quelques exemples art décoratifs et une bâtisse aux formes plus épurées, les terrasses. La, la plupart des autres maisons portent des noms de végétaux, sauf celle-là. En fait, c'est une des seules à posséder une toiture horizontale et avoir une esthétique se rapprochant du mouvement moderne de très loin, hein, mais quand même. Dans l'après-guerre, les équipements domestiques deviennent des objets de désir, promus par la presse généraliste et féminine, dont les tirages explosent en grande partie grâce au Salon des arts ménagers, qui rouvre ses portes après la guerre en 1948. Moins de domestiques chez les classes aisées en France, mais une nécessité démontrée de rationaliser les tâches domestiques et de rendre hygiénique la maison. Une frénésie pédagogique va se développer à ce propos, en direction de toutes les classes sociales, entre recommandations et injonctions. Ce goût pour les nouvelles techniques, nouveaux matériaux et appareils domestiques est récurrent dans tous les reportages et publicités de l'époque, où les équipements et recherches ergonomiques en provenance des États-Unis et des pays scandinaves font toujours figure de modèle. Si les bons génies de la vie domestique, qui est un titre d'une exposition formidable à Beaubourg, si les bons génies de la vie domestique allègent les tâches quotidiennes et libèrent la femme, selon le slogan de Moulinex, ils la confortent dans son rôle de gardienne de foyer, théorisé dans l'entre-deux-guerres. Vous voyez qu'elle a toujours son tablier de ménagère et qu'elle a son tricot à côté pour ne pas perdre trop de temps. Voilà, et puis voilà un signe de l'époque qui est en train d'être mis sérieusement en question. Peu fréquenté par les populations ouvrières lors des premières années, le Salon des arts ménagers va progressivement élargir son public et la maison individuelle sera un vecteur privilégié de la modernisation des foyers. À la suite des initiatives de la presse des années de l'entre-deux-guerres en faveur de la petite maison économique, les revues féminines et grand public élargissent leur audience et prennent le relais. Paris Match, Elle et Marie-Claire deviennent les nouveaux supports du rêve pavillonnaire et consacrent de nombreux reportages aux maisons qu'elles parrainent et médiatisent chaque année. Et certains magazines lancent même des concours. La maison de Elle, tout en plastique, par exemple, de Lionel Shine et Yves Magnan, qui est une maison très intéressante, et la Maison de l'Europe, qui a énormément de qualité, qui a été extrêmement appréciée parce que c'était une modernité tempérée, d'après les visiteurs du Salon des arts ménagers en 1961. La Maison de l'Europe est publiée dans Match et dans Elle, qui écrivent qu'elle est préfabriquée, mais que ces matériaux sont nobles, acajou, glace et plastique. Cette maison, qu'ils estiment tout placard, possède aussi des blocs douches en plastique moulé et une cuisine à passe-plat. Elle est extensible car elle grandit avec la famille. Elle est conçue pour rajouter une pièce à chaque fois qu'un enfant arrive. Cette petite maison économique de 74 mètres carrés comprend 5 pièces, des rangements intégrés et des parois coulissantes. L'association chaleur et style moderne apparaît ici grâce aux murs d'acajou, ce qui la distingue de la majeure partie des maisons modernes préfabriquées alors. Et on ne peut pas l'accuser, comme on accuse toutes les maisons modernes à cette époque-là, d'être froides et de ne pas accueillir l'idée de foyer. Après la Seconde Guerre mondiale et à partir des années 50, le décollage économique du pays et l'introduction de l'habitation dans la sphère de la consommation vont redistribuer les cartes. L'État fait le choix de l'immeuble collectif et encourage la préfabrication,
Mais alors que les exigences quantitatives de logement ne faiblissent pas, la maison devient un levier potentiel de la construction de masse dans une démarche contrôlée. Les officiels notent que la population de la région parisienne opte en majorité, c'est-à-dire 66%, pour l'habitat individuel, alors que depuis 1955, 84% d'immeubles collectifs ont été construits et donc seulement 16% de maisons individuelles. Architectes, constructeurs et industriels, soutenus par les grands titres de la presse populaire, se portent au chevet de la Maison des Français. L'économie et la rapidité de mise en œuvre, l'utilisation de nouveaux matériaux, la diversité formelle et la possibilité d'intégrer des équipements ménagers en phase avec les exigences du moment caractérisent la majorité des projets qui se succèdent au Grand Palais puis au CNIT de la Défense. Le souhait d'exposer des habitations relativement modestes, accessibles à l'ensemble des classes populaires et des classes moyennes, est manifeste jusqu'à la fin des années 50. L'exemple de Maison Phoenix, qui en fait a imité en grande partie Levittown des États-Unis, va proposer un moyen terme. Si les Français sont prêts à accepter la préfabrication dès lors qu'elle permet de limiter les coûts, ce à quoi les incitent les revues populaires depuis les années 20, leur inclination pour les formes traditionnelles et l'imaginaire de la chaumière modernisée n'est en rien anecdotique. Et André Pux, président de Phoenix, en a fait un préalable à la réussite de son entreprise. Des maisons préfabriquées, certes, mais à condition que la note industrielle ne soit pas trop visible, que la silhouette s'en émancipe et maintienne à l'extérieur des signes qui la rapprochent de la maisonnette. La maison Phoenix, à la fois moderne et traditionnelle, opte pour une voie de raison, une position moyenne entre les défenseurs de l'industrialisation qui revendiquent une modernité constructive et les nostalgiques du retour à la maison d'artisan faite sur mesure. Dans l'après-Seconde Guerre mondiale, les maisons Phoenix sauront jouer de cette ambiguïté. Ces constructeurs prennent le parti de la modernisation, mais ne se risquent en rien sur le terrain de la modernité. Leur production privilégie des éléments comme la toiture à deux pentes contre le toit terrasse, les fenêtres verticales contre le bandeau ou les baies ou les fenêtres en longueur, le parement de pierre ou le panneau de béton préfabriqué en façade contre le bois et l'aluminium. Et l'argument d'ancrage dans la région fonctionne dans les années 70 et jusqu'à aujourd'hui. Si ces maisons évoquent la tradition par simple métonymie, l'argument régionaliste, lorsqu'il est évoqué, n'est que pure stratégie commerciale, dénuée de tout fondement. Le principe de l'objet qui se pose en tout lieu du territoire sur un terrain préalablement arasé est bien le summum de la non-adaptation au site et à la région, malgré le volontarisme affiché en faveur d'expressions régionales. Au cours des années 50, entre les initiatives de l'État et l'émergence d'acteurs inspirés des méthodes de productivité et de marketing américaines, l'essor du secteur pavillonnaire achoppe encore sur la montée en puissance du tout collectif et les réticences des pouvoirs publics. Pour un temps, avant que ces derniers ne révisent leurs perspectives et encouragent la création du marché français de la maison individuelle, on en reste là. Mais l'idée d'exposer des maisons groupées dans un vrai village conduit à une consultation de l'État en 1966 qui va permettre d'ouvrir une voie entre grand ensemble et anarchie pavillonnaire, comme ils le disent eux-mêmes. Et ils proposent de faire de l'habitat individuel groupé et du logement intermédiaire entre collectifs et individuels. Et ces alternatives vont devenir officiellement valorisées et vont devenir crédibles, puisque la direction, en 65, la direction de la construction pense à un projet où, sur un terrain de banlieue, plusieurs prototypes de toutes sortes seraient édifiés et ils seraient vendus en propriété pour être occupés après l'exposition. Donc, en fait,
il pense à créer un village démonstratif pour classe moyenne qui s'appellera Village Expo. Et en fait, c'est une autre manière d'enseigner, enseigner par la visite et les appartements témoins meublés, c'est-à-dire se promener dans des vrais appartements, visiter des vrais appartements, qui est un enseignement très, très efficace, évidemment. Les politiques évoquent la composition de groupements organiques offrant les avantages du voisinage tout en sauvegardant le souci d'indépendance et d'isolement. Cette position renvoie à une politique globale d'aménagement du territoire où les grands ensembles ne sont plus pensés comme les seuls vecteurs du développement des périphéries urbaines. La maison individuelle groupée devient pour un temps le credo officiel des pouvoirs publics. En 1966, le village expo de Saint-Michel-sur-Orge incarnera cette ambition urbaine, technique et sociale menée sous la houlette de l'État et sera suivie de beaucoup d'autres villages expo en France. Le secrétaire d'État Roland Nergesser, le secrétaire d'État du ministère de l'Équipement, Roland Nergesser, rappelle en 1966 que les 2/3 des ménages français désirent une maison individuelle, mais celle-ci ne représente que 40% environ de l'habitat existant et 30% seulement des logements autorisés au cours des dernières années. Dans le contexte de Village Expo, il annonce une aide de l'État sous la forme d'un allègement de fiscalité pour la construction de maisons individuelles, au motif que la maison familiale rompt avec la monotonie des grands ensembles et que, en fait, cette opération est pilote et qu'elle conjugue des ambitions techniques, économiques, sociales et urbanistiques. La volonté affichée conjugue en priorité rationalité technique, maîtrise des coûts et potentiel productif des candidats, les exposants étant invités à produire un catalogue des modèles qu'ils proposent. En fait, les constructeurs sont mis en avant et les architectes, parfois, on oublie de les nommer. Mais Village Expo est un véritable éloge de la rationalisation et un banc d'essai officiel de l'habitat groupé, de la maison individuelle groupée. Mais un an avant, en 1965, le builder américain Levitt & Son avait inauguré son premier village au Ménil-Saint-Denis, à l'ouest de Paris, composé de 510 maisons, 370 indépendantes et 140 jumelées, destinées aux classes moyennes supérieures. Il connaît d'emblée un succès commercial très largement relayé par la presse, à l'exception de rares tribunes hostiles publiées dans les revues professionnelles. Et là, c'est dans l'architecture d'aujourd'hui, pavillon de banlieue français made in USA, et donc qui brocarde les sinistres lévitants des banlieues des États-Unis. N'empêche que Village Expo se passe et va proposer des maisons, mais pas seulement, des maisons accolées, toutes sortes d'assorties qui côtoient des immeubles de petite taille, mais quand même. Et en août 1966, Georges Pompidou, Premier ministre, Pisani et Roland Nergesser visitent le village expo de Saint-Michel-sur-Orge avant son ouverture au public, sur un terrain vierge de 10 hectares, aménagé par les architectes Andro et Para. 22 constructeurs sélectionnés par les services du ministère ont construit 187 maisons de 4 à 7 pièces, dont certaines sont entièrement meublées, aménagées. Alors que des positions en faveur du pavillon se développent du côté de certains sociologues, Edgar Pisani acte l'attractivité indiscutable de la maison individuelle, articulée à une politique d'aménagement du territoire, dont Village Expo est censé constituer un banc d'essai. La démarche, en fait, entend favoriser l'accession à la propriété, à la fois parce que c'est le goût des Français, mais il ajoute que c'est un système de drainage de l'épargne indispensable à la réalisation de l'œuvre gigantesque que nous devons poursuivre. Les classes populaires et moyennes acquérant une maison constituent effectivement une épargne et participent de fait à l'état national en faveur d'une politique du logement.
Le terme village se banalise dans la presse. Georges Pompidou avait conclu son intervention sur la vie sociale qui doit pouvoir se développer dans les nouveaux programmes en évoquant les vertus de la place du village, de l'église, de l'hôtel de ville et de tout édifice destiné à la collectivité. D'ailleurs, il utilise des arguments qui renouent avec ceux des traditionalistes et des nationalistes d'avant-guerre. Le terme village se banalise dans la presse et les discours officiels. Cette référence à la sociabilité des villes traditionnelles et des villages est indissociable de la notion d'unité de voisinage de Péry, et notamment de sa réception et diffusion en France depuis les années 50 au sein des réflexions sur l'humanisation des grands ensembles. Voilà l'annonce de Village Expo qui ne va durer en fait que 2 mois et demi, mais qui va avoir un impact extraordinaire puisque 235 000 personnes vont se rendre à Saint-Michel-sur-Orge et que toutes les maisons seront achetées, même celles qui déplaisent, qui ne sont pas proches de ce qu'on imagine être la maison idéale. Le plan d'ensemble de Village Expo remis aux visiteurs illustre la diversité formelle des hameaux, de ce qu'on appelle des hameaux, puisque chaque producteur, constructeur a un terrain où il va aligner ses maisons. Alors, soit ce sont des maisons autonomes rapprochées, soit des maisons jumelées, implantées en bande linéaire ou décalées, organisées en nappes, mais aussi des petits duplex, des petits immeubles à duplex superposés. Inutile d'insister sur le fait que la visite doit enseigner les divers potentiels d'un habitat que l'on espère attractif. Concrètement, les regroupements des 187 maisons ou logements intermédiaires sont assignés à chacun des constructeurs. Ils sont répartis en grappes autour de l'espace central, où Jean Prouvé construit le hall d'accueil, converti ultérieurement en salle polyvalente, destinée aux résidents, et à proximité d'un groupe scolaire. La conception du plan d'ensemble à laquelle participe un paysagiste, Jacques Simon, dissocie les réseaux de piétons des voies carrossables. On y trouve des venelles, des placettes, des mouvements de terrain ponctués de haies et de bosquets qui créent un environnement pittoresque où les jardins individuels, sans clôture à l'origine, sont naturellement modestes. Mais on trouve aussi des maisons de type moderne, on va dire, qui vont avoir un sort particulier. À Saint-Michel-sur-Orge, l'agglomération de type identique délimite des îlots singuliers qui portent souvent le nom du constructeur. Selon l'enquête de la sociologue Anne Messersheim, réalisée en 1971, on parle du quartier Balancy, qui est le nom du constructeur, ou du quartier des Charasses. Selon la sociologue, les espaces publics suscitent manifestement les rencontres, accentuent les relations entre riverains, privilégient les activités et la sécurité des enfants dans le sillage des ambitions de l'unité de voisinage qui était très centrée sur la sécurité des enfants. Par ailleurs, habiter un quartier regroupant des maisons du même type signifie implicitement que l'on a des revenus comparables, cette caractéristique étant propice au sentiment d'appartenir à un même groupe, voire à l'entre-soi. Ici, on a une variété de maisons photographiées à l'époque de l'ouverture, qui montre en fait la diversité de ces maisons, mais enfin ce ne sont pas des photos qui mettent en valeur tellement les maisons. Ici, on a une maison qui a eu un énorme succès, qui a été beaucoup achetée et qui a ensuite été reproduite avec des variations évidemment, qui est la maison de Vatel, qui est une maison à cour, à double cour d'ailleurs, et qui a tous les signes de la modernité,
y compris qu'elle a été meublée par un, un meublier, comme on disait à l'époque, un ensemblier qui l'a rendue très belle. Cela dit, il faut dire tout de suite que ce qui est intéressant, c'est que les habitants ont presque tous, au bout d'un certain temps, rendu les meubles et préféré retrouver leurs meubles rustiques antérieurs, même dans des maisons modernes. Ces propriétaires de maisons implantées dans un village créé ex nihilo soulignent parfois que ce regroupement est rassurant grâce à la présence des autres. Ce point de vue pourrait laisser entendre que la maison isolée n'est pas le choix de tous, ou que ceux qui ne peuvent accéder aux stéréotypes de la maison rêvée font contre mauvaise fortune bon cœur. Selon l'enquête d'Anne Mestersheim, les modèles hameaux et résidences de Balancier et Schultz sont parmi les plus appréciés car ils se rapprochent du pavillon traditionnel. Toit à tuiles vieilles, parement de façade en pierre reconstituée, grenier et cheminée dans le séjour. À l'opposé, les constructeurs de la maison du modèle Teknov envisagent l'option d'appartements superposés, dotés d'accès indépendants et groupés en pyramide de 3 unités de 4 à 6 pièces. Au cours de son enquête, les occupants diront à Anne Mastersheim qu'ils l'ont choisi par défaut, car ils n'avaient pas aucun enthousiasme pour ce type d'habitat intermédiaire à bonne distance du pavillon isolé qui était leur désir. Ils finiront, selon elle, par s'en accommoder et s'y attacher en raison de ses très grandes qualités distributives. Alors, Village Expo a été une sorte de showroom de la production contemporaine, et avec Village Expo, l'État entend désormais transformer les acquis de la préfabrication des grands ensembles au secteur pavillonnaire. Si des exceptions persistent, comme Phoenix et Acier Alu, donc, qui utilisent l'acier et l'aluminium, le matériau de prédilection qui est devenu le béton au fil des ans domine ici, avec parfois des effets de modénature. À titre d'exemple, le prototype TELU, conçu par Philippe et Martine Deslandes, a été salué pour ses parois préfabriquées, décorées de poissons en céramique, de soleil ou d'autres motifs de galets incrustés ou en relief. À l'opposé de la plupart des constructeurs, certains déclinent des logiques combinatoires plus complexes, à la fois conformes aux attentes officielles et remarquées par les observateurs et surtout évidemment par les revues professionnelles. Alignement de maisons en équerre dont le retour perpendiculaire à la rue isole les jardins privatifs les uns des autres, ou système de double patio garantissant l'intimité des espaces extérieurs et structurant les éléments du plan, groupement d'appartements dotés de jardins ou de terrasses dans une formule intermédiaire. Dans l'architecture d'aujourd'hui, les rédacteurs approuvent l'ambition d'endiguer la prolifération des lotissements et des maisons individuelles qui aggravent chaque jour le chaos actuel, et de montrer aux maîtres d'ouvrage et au public que la maison individuelle peut être préfabriquée sans ressembler forcément à un baraquement, ou encore que les habitations peuvent surtout se grouper sans ressembler forcément à des corons. Ici, la dimension pédagogique est adressée à la fois aux professionnels et aux habitants potentiels. Toujours est-il que dans la presse professionnelle, la prise en compte de la thématique du regroupement et de l'assemblage s'impose dans cette période en vue de s'extraire du modèle américain et du pavillonnaire français banlieusard au nid depuis 30 ans. Alors, pour finir, ces divers médias ont participé à construire une demande que l'État a soutenue par des facilités bancaires. La multiplication des types est caractéristique de cette période où on peut voir se côtoyer la maison individuelle et le collectif, et où les modes de financement se croisent avec des types architecturaux pour loger des populations dont les besoins sont analysés de plus en plus précisément. La majorité des récents urbains attachés à la maison individuelle se reconnaîtront dans les cités-jardins, les nouveaux villages et les lotissements fermés ou non, alors que même, et les résidences. Alors même que l'immeuble collectif est privilégié aussitôt après la Deuxième Guerre mondiale, l'État et les édiles continuent de s'interroger sur la pertinence des types
logements collectifs ou maisons individuelles et dans quelle proportion les construire. La cité expérimentale du Merlan à Noisy-le-Sec avait permis à l'État, dès 1945, d'expérimenter en grandeur nature la création de morceaux de ville à partir de maisons préfabriquées d'architectes de nombreux pays. Et cela a permis d'analyser la réception par les habitants de ces prototypes. Ça a permis aussi à l'État d'ouvrir la voie pour construire des villages d'exposition de maisons, souvent innovantes, comme les villages expo, jusqu'à ce qu'ils se retirent et laissent les industriels de la maison et autres producteurs construire des nappes de logement sans s'occuper de la qualité de l'organisation intérieure, des équipements ni de l'environnement, ce qui en somme rend un lieu véritablement habitable et donne du plaisir d'habiter. Mais le confinement a fait réfléchir les Français et les autres d'ailleurs sur les qualités nécessaires d'un habitat et nous espérons que ça aura un effet sur cette petite maison dont il est nécessaire aujourd'hui qu'elle se transforme. Merci.